structure des systèmes financiers. La mesure du poids relatif de la finance directe et de la finance indirecte est une caractéristique importante des systèmes financiers contemporains. Quand les banques centrales veulent évaluer les systèmes financiers contemporains, ils comparent le poids de la finance directe par rapport à la finance indirecte. En général, ils évaluent le volume en termes de valeur de la finance directe par rapport à la finance indirecte. La mesure de ces caractéristiques est complexe à cause de la distinction entre les transferts directs et intermédiaires qui n'est pas toujours évidente, aussi bien que leur valorisation en termes de flux ou de stock, qui peut mener à des résultats contradictoires. Qu'est-ce qu'on entend par là? La distinction entre les transferts directs et intermédiaires. L'achat d'une action relève en principe de la finance directe. En général, on sait que pour acheter des actions, on utilise le marché financier, donc on passe par la finance directe. Moi, en tant que prêteur qui a de l'argent disponible, je vais acheter des actions d'une autre entreprise. Je vais sur le marché financier en principe pour l'acheter. Je n'ai pas besoin d'un intermédiaire financier. Sauf que la réglementation ne nous permet pas en tant qu'individu d'aller directement acheter des actions. Nous sommes tenus de passer par des intermédiaires financiers. On parle de sociétés d'intermédiation. Donc, dans le fond, bien qu'on parle de transfert direct de fonds ou de finances directes pour l'achat d'actions, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on fait la distinction pour arriver à faire la séparation entre ce qui est direct et indirect et en évaluer le poids, ce n'est pas toujours évident. La deuxième chose, c'est la notion de valorisation. Parce qu'on peut regarder le système financier ou les opérations qui s'y passent, soit en termes de flux, soit en termes de stock. Quand on parle de flux, on entend tous les nouveaux financements qui sont apportés pendant une période donnée, c'est-à-dire une année. On regarde dans une année, quelle est la somme totale de l'épargne, de la nouvelle épargne qu'un ménage a réalisée, par exemple, ou la somme des nouveaux emprunts qui ont été faits par une entreprise, ou la somme de tous les prêts qui ont été octroyés par une banque durant une année. Ce sont des flux. On peut les évaluer sous la forme brute ou sous la forme nette. Quand on entend net, c'est que les fonds reçus par une catégorie d'agents économiques sont réduits ou des fonds donnés par cette catégorie. Donc, on regardera les ménages, quels sont l'ensemble de l'épargne qu'a fait les ménages durant une année, dont on va déduire l'ensemble des emprunts qui ont été octroyés à ces ménages durant la même période. Et on parlera de flux net. Si on les regarde sous la forme de stock ou d'encours, on parlera plutôt de la somme totale de toutes les créances d'une catégorie d'agents vers une autre à un moment donné, souvent en fin d'année. Et cette distinction n'est pas aisée à faire. On prend le cas par exemple, quand on parle d'actions pour les valoriser, par exemple, si je suis une entreprise qui a, on va dire, 10 actions d'une entité qui est évaluée, on va dire, à 1,50 € chaque action, au mois 1, par exemple, ça me fait à peu près 15 € la valeur de ce stock-là. Et puis, à la fin, au mois, on va dire, c'est un exemple, au mois 6, il y a toujours mes 10 actions, mais sauf que maintenant, la valeur de chaque action est de 2 €. Mes actions vont valoir, on va dire, 20 €. Entre les deux, bien que la quantité de mes actions n'a pas varié, du fait de la variation du prix de mes actions, j'ai une plus-value de 5 €. Donc, mon même stock n'a plus la même valeur. Mon même stock d'actions n'a plus la même valeur à cause du changement
du cours de l'action tout au long de l'époque. Donc, pour valoriser la finance directe par rapport à la finance indirecte, avec les variations des cours tout au long des périodes, il y a plusieurs changements à prendre en compte et souvent on peut tomber dans une analyse contradictoire. Dans ce graphe-là, dans ce tableau particulièrement, on a rassemblé de façon synthétique un tableau comparatif entre la zone euro et les États-Unis. On a pris comme deux dates l'année 98 et l'année 2007 et toutes ces valeurs que nous avons là sont des pourcentages. Ce sont des pourcentages du PIB en fin d'année et ce sont des valeurs de stock. Ce n'était pas des nouveaux mouvements, ce n'est pas des flux, mais c'est plutôt des stocks, donc la somme totale des actions valorisées en fin d'année. Donc on peut voir à l'intérieur, si on veut regarder les deux idées. De façon générale, on dirait que le haut ici, c'est de la finance directe et ici, c'est de la finance indirecte. Pour être puriste sans entrer dans les détails. Ça veut dire que quand on ira entre l'euro et les États-Unis, l'économie est plus orientée à passer au travers des intermédiaires dans la zone euro que dans la zone américaine. Déjà en termes de proportion. Donc on voit en termes de structure que dans les deux zones économiques, dans la zone euro, les gens sont plus enclins à aller vers les intermédiaires financiers, donc les banques, que dans la zone américaine. Ils sont plus enclins à acquérir eux-mêmes directement ce qu'ils recherchent. Donc on a l'impression que dans la zone euro, les banques jouent un rôle beaucoup plus important qu'aux États-Unis. Cependant, même quand on regarde le haut dans la partie finance directe, les proportions d'actions côté obligations restent quand même modestes. Et quand on a une vue plus large, on se rend compte que les entreprises n'ont pas uniquement financé leurs besoins au travers des actions, des obligations et des prêts bancaires. Ils ont dû faire recours à d'autres ressources supplémentaires qu'on verra tout au long du déploiement de ce cours-là. Donc, comme on l'a dit tantôt, ces structures-là, cette répartition, comme on le voit dans ce tableau, ce n'est pas des répartitions figées, ce n'est pas des proportions qui restent figées dans le temps. Normalement, quand il y a de l'expansion dans l'activité, ça veut dire quand l'économie fonctionne, que les entreprises produisent davantage et que l'économie a de la croissance, on voit que les entreprises ont des besoins supplémentaires de ressources, donc vont emprunter. Et ceux qui ont des ressources disponibles ont la possibilité de placer ces ressources-là et de retirer des intérêts. Donc, il peut y avoir des mouvements en fonction de où l'entreprise va chercher des fonds pour financer ses besoins. Mais si l'activité est en récession et qu'on réduit la production, il y a moins de création de nouvelles actions, donc moins d'actions nouvelles à côté. Donc les flux d'actions vont baisser sérieusement. On emprunte moins pour pouvoir produire. Donc il y aura une baisse, il y aura moins d'argent à prêter. Parce que s'il y a de la récession, ça peut jouer sur le niveau de l'emploi. Des personnes peuvent perdre leurs emplois. Donc il peut y avoir une baisse dans la demande de prêts. Il peut y avoir des défauts au niveau des remboursements de prêts. Donc cette structure peut changer en fonction des situations, en fonction des cycles conjoncturels.